Tu n'es peut-être pas simplement en train de regarder ta vie, tu es peut-être en train de la rêver, en ce moment même, sans le savoir. Nous avons tous appris une histoire très claire sur le fonctionnement du monde. On nous a dit qu'il y avait d'un côté la réalité, dure, concrète, mesurable, et de l'autre, l'imagination, douce, floue, illusoire. On nous a dit que l'imagination était une fuite, un refuge d'enfants, une consolation pour ceux qui ne supportent pas le réel. Mais, et si cette histoire était fausse, complètement fausse? Et si l'imagination n'était pas une fuite de la réalité, mais sa source même? Imagine un instant ce que cela voudrait dire, que chaque pensée que tu nourris en silence, chaque image que tu projettes mentalement, chaque conversation intérieure que tu répètes, sans y prêter attention, ne serait pas un simple bruit de fond, mais une semence, une graine invisible plantée dans un sol que tu ne vois pas et qui attend patiemment de germer. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est peut-être la clé la plus vertigineuse qui existe. Laisse-moi t'emmener un peu plus loin. Il y a des hommes et des femmes qui, au cours du XXe siècle, ont touché du doigt ce mystère. Ils n'étaient pas des magiciens, ils étaient des explorateurs de l'esprit humain. L'un d'eux s'appelait Neville Goddard, un autre Joseph Murphy. Leurs noms ne sont pas toujours connus du grand public, mais leurs découvertes ressemblent à des miroirs tendus vers l'invisible. Neville Goddard disait une phrase qui, la première fois qu'on l'entend, semble presque absurde. L'imagination est Dieu. Pas une métaphore, pas un symbole, une affirmation radicale. Il ne parlait pas d'un Dieu extérieur, lointain, barbu. Il parlait de ce centre vivant en toi qui image en permanence, qui ne s'arrête jamais d'imaginer, même quand tu dors. Joseph Murphy, lui, explorait ce qu'il appelait le subconscient. Il le voyait comme une terre profonde et fertile qui ne discute pas, qui ne juge pas, qui ne fait qu'accueillir les graines qu'on lui confie et les faire pousser. Il disait que le subconscient était comme un serviteur fidèle qui obéit à l'image mentale dominante. Tu te demandes peut-être, mais alors, pourquoi ma vie ne ressemble-t-elle pas à mes plus beaux rêves? Pourquoi mes peurs, elles, semblent parfois se réaliser avec une précision chirurgicale? C'est là que le mystère s'épaissit. Parce que la plupart d'entre nous n'imaginons pas consciemment. Nous laissons nos imaginations tourner toutes seules comme des machines oubliées dans une cave. Elles répètent les mêmes films, les mêmes craintes, les mêmes espoirs avortés. Ce que nous appelons réalité pourrait bien être la vieille récolte d'images mentales plantées il y a des jours, des mois, des années, sans même que nous y prêtions attention. Peut-être que la question n'est pas « est-ce que l'imagination crée la réalité ?», mais plutôt « qu'est-ce que mon imagination est en train de créer en ce moment, sans que je le sache ?» Prends un exemple très simple. Tu es allongé dans ton lit le soir et au lieu de t'endormir paisiblement, tu te mets à rejouer une dispute. Tu entends les mots dans ta tête. Tu vois le visage de l'autre. Tu sens la colère monter dans ta poitrine. Tu ne parles à personne. Tu es seul dans le noir. Mais ton corps ne le sait pas. Ton cœur accélère. Ta respiration change. Ton subconscient, lui, ne fait pas la différence entre l'événement réel et l'événement intensément imaginé. C'est un pouvoir énorme et terrifiant. Terrifiant parce que ça veut dire que nous sommes peut-être bien plus créateurs que nous le croyons, que nos souffrances ne sont pas seulement des accidents extérieurs, mais parfois des édifices intérieurs patiemment construits sans que nous le voyions. Mais c'est aussi une libération immense. Parce que si l'imagination a pu créer ces murs invisibles, alors l'imagination peut les détruire. Ou mieux, en construire d'autres, lumineux, vastes, vivants. Tu n'es pas condamné à répéter le même film. Tu peux changer l'image. Tu peux changer l'histoire. Et si tu changes l'histoire intérieure, l'histoire extérieure se met peut-être à trembler.
Neville Goddard enseignait une pratique toute simple, presque trop simple pour l'esprit rationnel. Il disait « Va dans ton imagination et vis la scène comme si elle était déjà vraie. Pas comme un exercice mental, pas comme une visualisation froide, mais comme un rêve éveillé dans lequel tu te glisses avec tout ton corps, toute ton émotion, toute ta sensation. » Il appelait cela « vivre de la faim ». Sentir la réalité de ton souhait accompli avant même que le monde extérieur ne l'ait reflété. Joseph Murphy parlait d'une loi qu'il nommait la loi de la croyance. Pour lui, le subconscient ne répondait pas à la volonté tendue, il répondait à la croyance incarnée, c'est-à-dire à une image mentale acceptée comme vraie, paisiblement, sans lutte, sans crispation, comme une graine confiée à la terre. Tu ne détermes pas la graine toutes les 5 minutes pour vérifier si elle pousse. Tu sais qu'elle pousse, tu fais confiance à la terre. Peut-être que le travail de l'imagination est une forme de confiance radicale, une confiance en une intelligence plus vaste que notre petite raison, une intelligence qui relie le dedans et le dehors, l'image et la manifestation, le rêve et la matière. Mais alors, si tout cela est vrai, pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde ? Pourquoi des enfants naissent-ils dans des conditions terribles ? Pourquoi tant d'injustices ? C'est le moment où le mystère se fait plus épais, parce que l'imagination n'est pas isolée, elle est tissée dans une conscience plus vaste, collective, qui porte des mémoires anciennes. Carl Gustav Jung, l'explorateur des profondeurs, parlait d'un inconscient collectif, une sorte d'océan d'images partagées, d'archétypes, de scénarios millénaires qui traversent les individus sans qu'ils en aient conscience. Notre imagination personnelle ne serait qu'une vague à la surface de cet océan. Elle peut créer, mais elle est aussi influencée par des courants immenses qui la dépassent. Cela ne diminue pas le pouvoir de l'imagination. Cela le rend plus vaste encore. Cela signifie que nous ne sommes pas des créateurs isolés, mais des co-créateurs, que nos images intérieures dialoguent en permanence avec une trame plus grande, et que prendre responsabilité de son monde intérieur, c'est aussi participer à la guérison d'un tout. Est-ce que tu as déjà senti cela ? Cette impression que certaines pensées ne viennent pas entièrement de toi, que des peurs ou des désirs te traversent comme des nuages dans un ciel qui n'est pas tout à fait le tien. L'imagination n'est peut-être pas seulement une faculté personnelle, c'est peut-être un organe de perception, une porte qui s'ouvre sur des couches invisibles de la réalité. Un langage que parle l'univers. Chaque fois que tu te représentes quelque chose mentalement, tu prononces une parole muette dans ce langage. Et cette parole a un poids, une vibration, une direction. Elle ne tombe pas dans le vide, elle tombe dans le subconscient. Et le subconscient, lui, est comme une terre qui ne se repose jamais, toujours fertile, toujours à l'écoute. Maintenant, je te propose une expérience. Juste ici, dans ce moment, pense à une orange. Imagine-la dans ta main droite, sa peau légèrement granuleuse, fraîche, son poids. Maintenant, imagine que tu plantes ton ongle dans l'écorce. Tu sens un petit jet de jus citronné qui touche ta peau. Tu écartes la pelure. L'odeur monte, fraîche, acidulée. Tu vois la chair humide, les petits quartiers nacrés. Tu en prends un, tu le mets dans ta bouche. Le jus sucré et légèrement acide se répand sur ta langue. Tu as presque salivé, n'est-ce pas ? Ton corps a répondu à une orange qui n'existe pas dans la pièce. Ton subconscient ne sait pas que cette orange était imaginaire. Pour lui, cette orange était réelle. Cette petite expérience anodine est une clé vertigineuse. Elle montre que ton corps, tes sensations, tes émotions obéissent à l'image mentale. Alors, que se passe-t-il si au lieu d'une orange, tu imagines une vie différente ? Une guérison ?
une rencontre, une paix, le même mécanisme est à l'œuvre, silencieux, implacable, mystérieux. Il y a une phrase qui m'a toujours donné des frissons, une phrase de William Blake que Neville Goddard aimait citer. Tout ce qui est aujourd'hui cru était autrefois seulement imaginé. Regarde autour de toi, la chaise sur laquelle tu es assis, le toit au-dessus de ta tête, la musique que tu écoutes, les mots que tu lis. Tout cela a d'abord existé dans une conscience humaine sous forme d'image. Rien ne s'est matérialisé sans être d'abord passé par le monde intérieur. Rien. Alors, quel monde intérieur es-tu en train de construire en ce moment même ? Sourde question. Peut-être as-tu envie de détourner le regard. Peut-être sens-tu une petite résistance. C'est normal, parce que si c'est vrai, alors nous ne pouvons plus nous réfugier dans la plainte. Nous ne pouvons plus être uniquement des victimes du dehors. Nous devenons des créateurs. C'est vertigineux, c'est lourd parfois, mais c'est aussi une libération immense. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas une feuille ballottée par le vent, même si le vent existe, même si la vie amène des événements que tu n'as pas choisis. Tu as un espace en toi que rien ni personne ne peut contrôler, ton imagination. C'est là que tu es libre, c'est là que tu peux commencer à semer autre chose. Tu vois, Neville Goddard disait que l'imagination est la véritable résurrection. Non pas un événement lointain après la mort, mais une possibilité immédiate, ici, maintenant. Chaque fois que tu te détournes d'un vieux film mental, douloureux, pour en imaginer un nouveau, plus juste, plus vivant, tu ressuscites une partie de toi qui était ensevelie. Joseph Murphy, lui, racontait l'histoire de personnes qui, en modifiant simplement l'image qu'elles se faisaient d'elles-mêmes avant de s'endormir, voyaient leur corps changer, leurs relations se transformer, leur réalité extérieure se réorganiser de manière presque inexplicable. Il ne s'agit pas de pensée magique. Il s'agit de reconnaître que le monde intérieur et le monde extérieur sont les deux faces d'un même tissu et que la face intérieure a une antériorité, une primauté. Mais nous oublions sans cesse, nous nous laissons prendre par les apparences. Nous regardons l'écran de cinéma en oubliant que la lumière vient du projecteur derrière nous. Le projecteur, c'est l'imagination. Tant que nous essayons de changer les images sur l'écran en grattant la toile, nous nous épuisons. Mais si nous changeons le film à l'intérieur du projecteur, l'écran ne peut que suivre. C'est simple à dire, pas toujours simple à faire, parce que nos vieux films sont collants, ils sont nourris par des années de répétition, par des peurs anciennes, par des loyautés invisibles. Parfois, imaginer une vie meilleure fait surgir une culpabilité sourde, une voix qui murmure « tu n'y as pas droit » ou « c'est dangereux d'espérer » ou « souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois ». Cette voix, c'est le gardien du vieux monde. Elle croit nous protéger, elle nous maintient dans du connu, même si ce connu est douloureux. Elle a peur de l'inconnu que représente une nouvelle image. C'est une partie de nous qui est restée figée. Et cette partie aussi a besoin d'être rencontrée avec imagination, avec douceur, pas avec violence, pas avec rejet. Peut-être que le premier acte créateur de l'imagination, c'est d'imaginer une relation nouvelle avec soi-même. Se voir capable, se voir aimable, se voir libre, non pas comme un mensonge, mais comme une graine de vérité déposée dans le sol sombre du subconscient. Une graine qui ne demande qu'à germer, pour peu qu'on ne la déterre pas constamment. Je voudrais partager avec toi une image qui me revient souvent. Imagine que ton subconscient est une mer intérieure, une mer calme, profonde, infiniment sensible. Chaque pensée est une pierre lancée dans cette mer. Elle crée une ondulation. Cette ondulation se propage. Elle rencontre d'autres ondulations. Elle crée des courants. Et ces courants, lentement, dessinent le rivage de ta vie. Tu ne vois pas toujours le lien entre la pierre et la forme du rivage.
Le lien existe pourtant, il est juste décalé dans le temps. Et parfois, quand le rivage apparaît, tu as oublié que tu avais lancé la pierre. C'est pour ça que le travail sur l'imagination est un travail de présence. Il ne s'agit pas de lancer une pierre une fois, puis d'oublier. Il s'agit de sentir la mer en permanence, de choisir les pierres avec amour, et surtout de faire confiance aux profondeurs. Neville Goddard disait « Le monde est une image, non un fait ». Cette phrase peut faire vaciller, parce que tout en nous s'accroche aux faits. Le compte en banque, le diagnostic, la porte fermée, le visage de l'absence. Nous avons besoin de ces repères, mais si ces repères étaient des ombres portées par une lumière antérieure, si le fait n'était que la cristallisation temporaire d'un rêve inconscient, alors nous pourrions commencer à rêver autre chose. Un autre fait, une autre cristallisation. Pas par déni du présent, pas en refusant ce qui est, mais en offrant à ce qui est une nouvelle semence intérieure. Le déni est une fuite. L'imagination consciente est une création. La nuance est immense. Dans le déni, tu fermes les yeux et tu fais semblant que le rivage est différent. Dans l'imagination créatrice, tu regardes le rivage actuel. Tu le reconnais pleinement, tu l'honores même, car il est le fruit de ton ancienne vie intérieure. Et tu commences à semer autre chose dans la mer, sans attendre, sans vérifier toutes les 5 minutes, simplement en vivant, dans ton espace intérieur, la réalité que tu souhaites expérimenter. Cela ressemble à un jeu subtil, un jeu sacré. Tu te retires quelques instants dans ton monde intérieur, et là, sans que personne ne le voie, tu goûtes la nouvelle réalité. Tu sens son odeur, tu entends ses sons, tu touches sa texture, et puis tu reviens au présent, transformé. Le présent reste le même, mais toi, tu as changé de vibration. Et cette vibration nouvelle, à son tour, lentement, réorganise le rivage. Tu n'as même pas besoin de savoir comment. C'est la mer qui s'en charge. L'intelligence du subconscient dépasse tellement notre logique. Joseph Murphy disait que le subconscient a accès à des moyens que notre conscience rationnelle ne peut même pas concevoir. Il peut orchestrer des synchronicités. Il peut attirer des rencontres. Il peut inspirer des gestes. Tout cela à partir d'une image acceptée dans le calme. Tu vois, la plupart des traditions spirituelles anciennes ont parlé de cela. Elles utilisaient d'autres mots. La foi, la prière, l'intention, la méditation, le yoga, les rêves éveillés. Mais au cœur, il y a toujours cette reconnaissance que le visible procède de l'invisible, que la matière est une condensation de l'esprit, que notre être profond est un jardinier, et que nos pensées habituelles sont les graines quotidiennes que nous dispersons. Alors, qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui sans même t'en rendre compte ? Prends un moment, ce soir, quand tu fermeras les yeux pour t'endormir. Quelles images vont défiler sur l'écran de tes paupières ? Quelles conversations imaginaires ? Quels scénarios ? Quelle peur ressassée ? Quel désir étouffé ? Ce moment d'entre-deux, entre veille et sommeil, c'est peut-être la porte la plus précieuse. Le subconscient est particulièrement poreux à ce moment-là. Neville Goddard appelait cela l'état d'endormissement, un état proche du rêve où la graine tombe directement dans la terre sans être filtrée par la raison critique. Que dirais-tu de choisir, juste un soir, une image différente ? Pas une image grandiose, irréaliste, qui ferait hurler ton mental, mais une image simple, douce, de ce que serait ta vie si une petite paix était advenue. Une scène qui impliquerait une sensation de soulagement, de plénitude tranquille. Tu n'as pas besoin de croire que c'est possible, tu as juste besoin de te laisser sentir l'image comme on goûte une orange mentale. La croyance viendra peut-être plus tard. Ou peut-être que le simple fait de ressentir suffit. Le subconscient ne discute pas la vraisemblance, il enregistre la sensation. C'est un acte minuscule, une respiration intérieure.
mais cet acte minuscule peut être le début d'une révolution silencieuse. Parce qu'à force de nourrir de nouvelles images, un basculement intérieur se produit. Tu commences à vivre différemment sans avoir changé le dehors. Et puis, un jour, tu te retournes et tu constates que le dehors a changé, sans fracas, presque sans que tu t'en aperçoives, comme un paysage qui s'est modifié pendant que tu avançais. Il y a une responsabilité immense dans tout cela, et aussi une infinie douceur. Nous ne sommes pas des machines à manifester. Nous sommes des êtres sensibles, blessés parfois, porteurs d'ombre et de lumière. L'imagination n'est pas un outil pour forcer la vie à obéir à notre ego. C'est une voie de dialogue avec les profondeurs. Une manière de se rappeler qui nous sommes vraiment sous les couches de conditionnement. Et si ta réalité actuelle, oui, celle-ci, avec ses difficultés et ses grâces, était le produit d'imagination ancienne, pas toujours consciente, mais puissante, et si ce constat, plutôt que de t'accabler, te donnait une clé d'une valeur inestimable. Parce que si le passé a été imaginé, l'avenir peut l'être aussi, non pas comme une fuite en avant, mais comme un retour à ta souveraineté première. Une souveraineté douce, sans tyrannie, qui collabore avec l'invisible. C'est peut-être ça le sens caché de la vie. Se souvenir que nous sommes des créateurs endormis, que le rêve que nous appelons réel est en partie notre œuvre et que nous pouvons le rêver autrement, plus vaste, plus beau, plus vrai. Carl Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité de l'imagination à relier le conscient et l'inconscient et à produire une troisième chose inattendue qui guérit la division. L'imagination n'est pas une fantaisie, c'est une fonction psychique de guérison. Chaque fois que tu dialogues avec tes images intérieures, tu actives une force de transformation qui dépasse ta volonté personnelle. Fermons les yeux à nouveau quelques secondes. Imagine-toi au bord d'une source claire, dans une forêt ancienne, le silence est vivant. Tu t'agenouilles, tu regardes ton reflet dans l'eau et soudain, ce n'est plus ton visage familier que tu vois. C'est un autre visage, plus lumineux, plus paisible, plus vaste. Ce visage te regarde avec une bonté absolue. Ce visage, c'est toi dans une réalité parallèle, dans une fréquence que tu portes déjà en germe. Et ce visage te sourit comme pour te dire « Je suis ici, je t'attends, viens ». Que ressens-tu ? Ce que tu viens de faire, là, silencieusement, c'est un acte de création. Tu n'as rien forcé. Tu as juste laissé une image apparaître. Et cette image a peut-être déjà commencé à travailler dans les profondeurs de ta mer intérieure. Elle est maintenant une petite pierre lumineuse qui s'enfonce doucement. Elle va onduler. Je te laisse avec une question qui n'attend pas de réponse immédiate. Une question qui peut rester ouverte comme une fenêtre par laquelle le vent entre. Si l'imagination est vraiment la source de la réalité, qu'est-ce que cela change dans ta vie ? Ce soir, demain matin, qu'est-ce que tu vas choisir d'imaginer ? Non pas avec effort, mais avec cette qualité de présence douce, comme on dépose un trésor dans une terre sacrée ? Ne te dépêche pas de répondre. Laisse la question infuser. Peut-être que la réponse ne sera pas une pensée. Peut-être qu'elle sera un mouvement intérieur. Une vision, un murmure, une confiance sans mots. Le mystère ne se résout pas. Il s'habite, l'imagination est la porte. Et derrière cette porte, il y a peut-être tout ce que tu as toujours cherché, sans oser y croire. Pas un monde parfait, non. Mais un monde où le dedans et le dehors se répondent, où le rêve ne cesse jamais de féconder la réalité, où tu n'es plus un spectateur impuissant, mais un danseur dans le grand tissage du visible et de l'invisible. L'univers, à cet instant, écoute tes images, écoute avec toi. Et toi, qu'imagines-tu maintenant ?